Bon, allez, certains m'ont franchement pété les rouleaux dans les commentaires de ma dernière vidéo sur les petits trous des disques de frein. Donc on va remettre l'église au milieu du village et calmer une bonne fois pour toutes les experts en tout, experts en rien, cachés derrière leur clavier et leur prétendue connaissance. Je vous préviens, la vidéo va être longue et mon ton légèrement acide. Donc si vous n'êtes pas dans le délire, ça va vous saouler, hein. Ça va parler technique, mais surtout, ça va être factuel. J'espère juste que ceux qui m'ont pourri dans les commentaires, voire insulté, écoutent cette vidéo en entier ou qu'ils aillent bien se faire foutre. Non, je corrige. Qu'ils écoutent bien la vidéo en entier et qu'ils aillent bien se faire foutre ensuite. Donc cette vidéo s'adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent cesser de vivre dans un monde d'idées reçues, mais aussi pour les mythiques ingénieurs des réseaux sociaux, dont la plus grande gloire tient plus au fait d'arriver à cracher leur ignorance crasse dont ils ignorent la profondeur, bien confortablement installés derrière leur clavier, plutôt qu'à celle d'être capables de donner des arguments techniques et factuels pour étayer leurs propos. Cette introduction étant faite, on avance. On va donc commencer par le début, l'eau de pluie. Eh bien oui, les trous qui sont présents sur les disques de frein servent à évacuer l'eau de pluie. Ça permet de briser le film de liquide pour éviter ce qu'on pourrait qualifier d'aquaplaning des plaquettes. Ça, oui. Également, ces trous aident à nettoyer les plaquettes en facilitant l'élimination de la poussière qui est générée au fur et à mesure des freinages. Ça, oui. Mais si vous pensez que les ingénieurs se font chier à percer des disques en acier juste pour les jours de pluie, vous êtes loin du compte. Donc maintenant, on va réveiller les trolls et les sachants en tout genre. Et on va parler un peu température. Effectivement, le vrai rôle initial de ces trous, il est là, dans la gestion des variables physico-chimiques du disque, et des plaquettes en fonctionnement évidemment. Donc déjà, ils augmentent la surface d'échange avec l'air pour refroidir le métal du disque. Donc oui, ils participent à la thermorégulation du disque si on veut. Mais aussi, et c'est là où certains vont encore chouiner, oui, les trous évacuent aussi les gaz de friction qui se forment à haute température. Car oui, quand la chaleur au niveau des plaquettes devient trop importante, la résine qui sert de colle pour lier les matériaux de garniture entre eux se décompose chimiquement et crée des gaz. Donc, sans les petits trous, les plaquettes finiraient par glisser sur une sorte de coussin formé par les gaz. Et pour tous les ingénieurs là, en train d'écrire un nouveau commentaire à la con, mettez pause 2 secondes et allez voir plutôt, par exemple, sur le site de Brembo, qui en parle très bien. Mais Brembo, ça doit sûrement être des cons qui savent pas de quoi ils parlent, hein. Après tout, ils équipent simplement plus de la moitié des motos du MotoGP. Ah, c'est quand même dommage quand on pense à la quantité de génie derrière leur écran qu'aurait pu être embauché pour faire progresser le freinage de nos machines. Et aussi pour les puristes du pilotage, enlever de la matière, même à l'échelle de ces petits trous, c'est aussi aider à réduire l'effet gyroscopique de la roue. C'est ce qui permet à une machine de 200 kg lancée à pleine bourre de garder un peu de sa vivacité. Oui, quand on parle de masse non suspendue, chaque gramme compte. Alors là, c'est pareil, je vous préviens tout de suite, hein. Celui qui compte venir m'emmerder ici, comme quoi les petits trous, en termes de poids, ça représente rien, il commence par aller chercher des connaissances solides autres que ChatGPT sur le principe des masses non suspendues, les principes d'inertie et de force centrifuge avant de venir me souffler dans les narines. Et maintenant, on va attaquer un point un peu plus précis avant d'attaquer la conclusion. On va s'intéresser à une remarque qu'on m'a fait à juste titre. Qu'est-ce que fait Béringer? Parce que j'ai eu quelques commentaires, comme par exemple Tonio, qui m'a demandé intelligemment et à juste titre, sur les Béringer, pourquoi il les enlève? Faut reconnaître que c'était quand même une façon un peu plus intelligente d'aborder la chose que le commentaire de ce débile-là. Alors effectivement, Béringer propose des disques pleins sur certaines de ses gammes, comme par exemple l'aéronal. Bah, alors on m'aurait menti? Eh ben non, parce que si tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce qui ressemble à de l'acier n'en est pas forcément non plus. Béringer utilise pour ces gammes-ci une fonte spécifique. De mémoire, ça doit être FGS 250, je crois. C'est un alliage de fonte, de chrome, de molybdène, sur lequel ils additionnent à la fin un traitement thermique, composition maison. C'est donc très différent des alliages d'acier inox qu'on retrouve sur nos machines. Cette fonte, elle conduit la chaleur beaucoup mieux que nos alliages. Ils n'ont donc pas besoin de trous, parce que le matériau dissipe lui-même très bien la chaleur avec suffisamment d'efficacité. Et c'est d'ailleurs pour ça que Béringer demande l'utilisation stricte de ces plaquettes spécifiques pour ces disques-là. Allez, on va conclure rapidement en faisant le tour de la question des disques, en évoquant les disques carbone du MotoGP. Là, les disques, ils sont pleins aussi. Il n'y a pas de fonte pour dissiper la chaleur. Pourtant, il n'y a pas de trou.
Ben oui, mais là, la raison, elle est complètement inverse. C'est justement parce qu'ils sont en carbone qu'il ne doit pas y avoir de trous sur les surfaces de contact. Les trous créeraient des zones de fragilité sur le carbone, dans le carbone, qui risqueraient de délaminer. Faut bien comprendre un truc. Le carbone à froid, ça ne freine pas. Il a besoin de rester très haut en température. On parle en général d'une plage de fonctionnement qui va de 300 à 800 degrés, voire 1000 degrés. Les trous refroidiraient trop le système, en plus de fragiliser la structure interne du carbone. Donc en conclusion rapide, l'acier inox perforé pour la polyvalence, la fonte pleine pour le feeling haut de gamme made in France et le carbone plein également pour les chronos à l'échelle mondiale. J'espère que maintenant les choses sont claires pour tout le monde. J'espère aussi que cette mise au point aura servi à celles et ceux qui voulaient réellement en savoir un peu plus sur le sujet et qu'au moins un ou deux des mots du bulbe des commentaires de la vidéo précédente auront eu l'honnêteté intellectuelle d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo et d'apprécier que je n'avance pas ici des infos sorties de mon chapeau. Et si vraiment vous n'êtes pas d'accord, alors pas d'accord, j'entends autre chose que «Ah bah moi mes trous, ils se bougent jamais». Bah, c'est bien. Si tes trous à toi, ils se bouchent jamais, c'est que ton système de freinage, il est efficient, que tu l'utilises dans la bonne plage de température, que tu nettoies correctement ta moto. Top, super, rien à redire. Mais c'est pas parce que toi, ça ne le fait jamais, que ça ne le fait jamais chez les autres. Non, non, là je parle pour ceux qui auraient vraiment encore quelque chose à redire. Trouvez une formulation intelligente pour vos propos. Argumentez-les avec quelque chose de factuel et avec un minimum de politesse, ou allez bien vous faire rôtir le cul ailleurs. Merci.